le bord supérieur du webinaire, vous devez normalement avoir un petit bonhomme qui lève la main. Et si vous cliquez là-dessus, vous pouvez faire signe à tout moment si vous souhaitez poser une question ou arrêter la présentation ou si vous avez un problème pour comprendre et entendre la présentation. N'hésitez pas à nous faire signe. Vous pouvez aussi utiliser la chat box qui est sur la droite en bas et qui vous permettra de poser des questions à la fin de la présentation et qui vous permet aussi de faire des commentaires et d'intervenir à tout moment s'il y a besoin. Est-ce que vous pouvez me signaler dans la chat box si tout le monde m'entend bien ou s'il y a un problème? Parfait. Donc, dans ce cas, on va commencer. Donc, je devrais être rejointe par la suite par Ousmane Faye, qui travaille pour ACF en Mauritanie et qui a été le lead du Cash Working Group depuis début 2015 en Mauritanie, qui a donc travaillé sur la transition qui s'est effectuée et qui a été documentée dans cette étude de cas. Qui travaille encore en liaison étroite avec le gouvernement qui est désormais co-lead du Cash Working Group en Mauritanie. Et donc, il pourra aussi, je l'espère, répondre à vos questions que vous avez sur ce contexte en particulier. L'idée du webinaire, c'est évidemment de vous présenter l'étude de cas, mais c'est aussi de réfléchir un peu ensemble et discuter sur les challenges liés à la coordination en Afrique de l'Ouest et partager les expériences et les récents développements qu'il y a eu dans la région, dans d'autres pays. Donc, l'étude de cas, comme je l'ai dit, a été élaborée en juin 2016. Elle est disponible pour l'instant qu'en français. On devrait la traduire, mais pour une fois, nous avons un document en français seulement. Donc, l'idée de cette étude de cas, c'est que le CALP, comme vous le savez sans doute, est engagé depuis sa création dans le soutien à la coordination des transferts monétaires. En Afrique de l'Ouest notamment, c'est le CALP qui a mis en place la plupart des cash working groups, notamment dans les pays du Sahel, et qui a contribué à apporter un appui technique très fort au début de l'existence du bureau régional, et puis sur les aspects techniques, et désormais aussi sur les aspects stratégiques et de plaidoyer. Les cash working groups travaillent en lien étroit avec le CALP, puisque c'est un peu les relais du CALP dans les pays pour identifier les besoins de formation, les besoins de soutien technique, de plaidoyer, etc. Peu à peu, les cash working groups sont devenus très autonomes, notamment avec la fin des points focaux nationaux depuis 2013. Auparavant, le CALP avait un point focal en Côte d'Ivoire, un point focal au Niger, et donc ces pays-là particulièrement ont été soutenus très étroitement sur les processus de coordination. L'autre raison, c'est que le CALP a travaillé sur différentes études et il y a d'ailleurs de nombreux autres acteurs qui travaillent désormais, qui produisent des études très intéressantes sur la coordination des transferts monétaires. Je pense par exemple à la note stratégique YASC Principles récemment et qui montre bien que c'est un domaine dans lequel il y a une vraie marge d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on peut améliorer la coordination et on peut renforcer notre connaissance, identifier des bonnes pour améliorer la. C'est pas quelque chose d'intuitif et même si c'est lié au contexte, ce n'est pas que dépendant du contexte. Il y a des principes et des bonnes pratiques qu'on peut tirer de ces études. Évidemment, il y a quand même l'importance du contexte. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait, dans toutes les études qui étaient sorties, il y avait beaucoup de choses intéressantes
sur l'Asie, par exemple, et notamment produites par le CALP, sur le niveau global, sur l'Afrique de l'Est dans une certaine mesure, mais qu'on n'avait toujours pas documenté euh, ce qui se passe en termes de coordination en Afrique de l'Ouest, alors que c'est une des régions couvertes par le CALP et où il se passe des choses intéressantes, notamment sur les liens avec le développement de la protection sociale et des filets sociaux. Et il y a évidemment un manque de documentation disponible en français, d'où l'intérêt de développer cette étude de cas sur ce thème. Enfin, ce qui a achevé de nous convaincre de faire cette étude de cas sur la coordination, c'est qu'on a vu les succès de la coordination au Mali et en Mauritanie, avec une évolution vers une institutionnalisation plus grande du cash working group, vers un travail plus inclusif qui arrive dans une certaine mesure à aller au-delà de la sécurité alimentaire. Et donc il y avait comme ça plusieurs éléments où on se disait que là, on tenait des bonnes pratiques, on tenait des éléments d'apprentissage qu'il était intéressant de documenter et qui pouvaient déjà constituer une première ébauche de ce qui marche en termes de coordination des transferts monétaires pour l'Afrique de l'Ouest, même s'il y a toujours ensuite un travail de contextualisation nationale à faire. Donc, sur le contexte dans lequel s'est développée cette étude de cas et ce pourquoi on pense qu'elle peut vous être intéressante, c'est qu'on a quand même un volume grandissant de l'utilisation des transferts monétaires quand c'est une modalité appropriée, évidemment. Et donc, cette augmentation du volume vient de certaines agences qui augmentent leur volume, mais aussi d'un nombre croissant d'acteurs qui s'engagent à utiliser les transferts monétaires et qui les mettent en œuvre à plus ou moins grande échelle. C'est forcément très intéressant pour nous. C'est aussi un challenge à la coordination. Plus il y a d'acteurs qui utilisent la modalité, et plus on a le besoin d'avoir une coordination efficace de ces différents acteurs. Un autre élément important qui influe sur la coordination, c'est l'apparition du concept de transfert monétaire multisectoriel, dont la plupart d'entre vous ont dû entendre parler, et qui est un challenge pour la coordination telle qu'elle se fait actuellement, puisque la coordination est basée sur des principes, des objectifs programmatiques sectoriels, et n'est pas n'a pas vocation à travailler sur une modalité aussi transversale soit-elle. Donc c'est vrai que le cash, comme toutes les modalités, si on parle de sensibilisation, de renforcement des capacités, de distribution en nature, etc., est multisectoriel. Et donc si on parle de coordination des transferts monétaires, on est obligé de s'affronter un petit peu avec cette structure en secteur ou en cluster et de trouver des façons d'amener tous ces acteurs à se coordonner et à avoir un dialogue, même si la structure telle qu'elle est actuellement ne le facilite pas spécialement. Enfin, plus récemment, vous avez dû tous suivre ce qui s'est passé avec le sommet humanitaire mondial en mai dernier à Istanbul. Et vous avez peut-être vu le rapport du secrétaire général des Nations Unies qui est paru en février 2016. Donc c'est One Humanity, One Shared Humanity, le titre du rapport, et qui insiste, enfin qui mentionne en tout cas de façon assez centrale, le rôle que peut jouer les transferts monétaires, ils appellent ça les programmes de subvention en espèces, dans la traduction française. Donc le rôle que cette modalité-là peut jouer dans la réorientation de l'aide vers les bénéficiaires, ce qu'ils appellent remettre les bénéficiaires au centre de l'assistance. Et dans ce rapport, il est dit assez clairement que les transferts monétaires ont cette faculté parce qu'ils renforcent la dignité, parce qu'ils rendent les acteurs autonomes et acteurs de leur propre relèvement,
parce qu'ils préservent leur dignité, leur liberté de choix, etc., à remettre comme ça les personnes au centre de l'aide. Donc c'est forcément un outil de plaidoyer extrêmement fort. Ça a beaucoup influencé sur le sommet humanitaire mondial, même s'il y a tellement de choses qui sont passées à ce sommet que le cash, on n'a peut-être pas, vous n'êtes peut-être pas spécialement au courant des décisions qui ont été prises en particulier sur le cash, mais il y a eu ce qu'on a appelé le Grand Bargain, qui est un petit peu l'addition des engagements des différentes parties prenantes au sommet humanitaire mondial. Et dans ce grand bargain, vous avez le reflet du rapport du secrétaire général avec des engagements très forts de plusieurs agences et de gouvernements à accroître le volume de transferts monétaires qui sera financé et mis en œuvre d'ici 2020. Donc 2020, c'est bientôt. Et quand on a des agences qui visent un objectif de 50% ou une augmentation de 20% de leur volume d'aide transférée en transfert monétaire, on se dit que d'ici les prochaines années, ça va influencer grandement la façon dont on se coordonne sur le terrain et la façon dont on met en œuvre ce cash. Donc tous ces changements-là se passent au niveau global, mais impactent forcément la façon dont on s'organise au niveau régional et à la fin, la façon dont nos équipes travaillent sur le terrain. Au niveau de la région, forcément les choses bougent à un rythme différent. De 2008 à 2012, on a donc mis en place les cash working groups, notamment dans les pays sahéliens, d'abord en Côte d'Ivoire, au Niger, et puis progressivement dans toute la zone du Sahel. Et plus récemment, lors des crises qu'a connues la région, les cash working groups se sont mis en place de façon spontanée. Je pense par exemple à la crise Ebola, où vous avez le Libéria et la Sierra Leone, la Guinée dans une autre mesure, qui ont mis en place des cash working groups de façon spontanée, et la République centrafricaine qui a également mis en place un système de coordination. Malgré le fait que ces groupes soient tous plus ou moins centrés sur la sécurité alimentaire, c'est quand même rassurant et encourageant de voir que sans intervention du CALP, sans leadership du CALP, les acteurs eux-mêmes aient assimilé cette idée de coordination des transferts monétaires. Alors, la question que vous allez certainement vous poser quand on voit cette étude de cas, c'est avec les cash working groups qu'il y a partout dans la région, pourquoi se concentrer particulièrement sur les cash working groups du Mali et de Mauritanie? Alors, les points forts de ces cash working groups, c'est d'abord la disponibilité de financement qui a permis de mettre en place, de financer des postes de points focaux, lead techniques. Ils n'ont pas toujours le même nom, mais globalement, c'est une personne qui est financée à temps partiel ou à temps plein pour s'occuper de la coordination des transferts monétaires. Et en général, les termes de référence ne sont évidemment pas harmonisés d'un pays à l'autre, on y travaille, mais en général, ça rejoint un petit peu les trois aspects qui sont mentionnés ici, à savoir l'animation, la coordination d'une communauté de pratique, renforcement des capacités, donc tout ce qui est training, partage de bonnes pratiques, etc., et recherche et plaidoyer. Recherche et plaidoyer, c'est un bien grand mot. En général, dans recherche, on entend développement d'outils, harmonisation d'outils, et dans plaidoyer, ça va être un alignement stratégique avec certains acteurs, et notamment la Banque mondiale, le gouvernement, et les initiatives qui se font et qui influencent beaucoup le contexte de mise en œuvre. Un autre point fort, c'est l'institutionnalisation renforcée de ces cash working groups. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi les cash working groups depuis leur création, et je pense par exemple au Niger, au Tchad, ce sont des pays où le passage d'un groupe informel et très flexible et très humanitaire, très centré sur les ONG, à un mécanisme de coordination plus institutionnel, plus prévisible et plus ouvert, a été vraiment le défi majeur. Et
En général, on n'a pas réussi cette transition-là, ce qui fait que le groupe garde une fonction très technique de partage d'informations, éventuellement d'harmonisation, mais qui ne permet pas de passer à un stade supérieur de plaidoyer et d'alignement stratégique. Et là, ces deux cash working groups en particulier ont vraiment réussi cette transition-là, notamment grâce aux ressources qui leur étaient dédiées, euh, en en travaillant beaucoup plus avec le gouvernement. C'est vraiment le gouvernement dans ces deux pays qui a joué le rôle du lead institutionnel. Et donc, ce sont maintenant deux cash working groups qui ont pour co-lead une agence, une entité gouvernementale. Donc, en Mauritanie, c'est la cellule des filets sociaux, l'agence qui s'occupe des transferts sociaux en Mauritanie. Et au Mali, c'est la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire, qui est co-lead du gouvernement avec Oxfam, donc une ONG, et une agence des Nations Unies, en l'occurrence le PAM. Euh, D'autres éléments qui sont intéressants pour ces cash working groups, même si c'est encore en train de se développer, c'est le cash working group national est devenu assez solide et assez institutionnalisé justement pour qu'on puisse travailler à la création de sous-groupes au niveau des régions. Donc au Mali, par exemple, c'est à Mopti qu'un cash working group s'est mis en place et il y a en ce moment la volonté d'en créer un également à Gao. Euh, pour la Mauritanie, il y en a plusieurs qui ont fonctionné très bien, notamment dans le Gorgol et dans d'autres régions où les cash transferts sont vraiment mis en œuvre. On se rend compte au niveau national, euh, c'est souvent beaucoup plus la partie stratégique, alignement, plaidoyer avec les filets sociaux qui va prendre le relais, et du coup, une complémentarité sur les aspects techniques au lieu de mise en œuvre. Euh, pour vous partager ce qui se passe aussi dans les autres pays, puisque c'est quand même aussi l'objet de ce webinaire, euh, c'est la direction que prennent le Nigeria, le Cameroun et d'autres pays de la région à avoir une répartition des aspects de coordination technique au niveau de la mise en œuvre, au niveau du terrain, sur le développement d'outils pertinents, etc. L'harmonisation du montant, par exemple, et un focus beaucoup plus stratégique au niveau national en lien avec les filets sociaux pour la plupart des pays, l'ouverture multisectorielle, etc. Les deux cash working groups ont aussi réussi à rassembler des nouveaux acteurs des transferts monétaires, notamment les acteurs de plus long terme, par exemple l'UNICEF, parfois la Banque mondiale, les acteurs de protection sociale, mais aussi des ONG qui interviennent dans des contextes plus de développement. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ces deux pays sont assez intéressants puisque c'est des pays qui ont à la fois des challenges de développement, mais avec aussi de temps à autre ou dans certaines zones des aspects de crise plus aigus. Euh, donc voilà un petit peu pourquoi on a choisi ces deux cash working groups. Ce qui est intéressant, c'est de noter aussi que ce sont deux groupes où il y a un assez bon équilibre entre la participation des agences UN et les participations des ONG. Il y a certains groupes où la distinction s'est faite et on se rend compte qu'en général, c'est beaucoup plus un blocage. Euh, on a tendance à se dire que peut-être en travaillant entre acteurs du même type, on va arriver plus vite à des résultats sur l'harmonisation ou la collaboration. En fait, on se rend compte qu'à l'échelle du pays, ça peut poser plus de difficultés parce qu'on a des groupes parallèles qui se mettent en place et qui sont après très difficiles à réunir et avoir du coup une coordination réellement efficace. Sur les activités et les priorités des cash working groups. Donc, tous les cash working groups se créent en général sur l'identification de besoins techniques. C'est-à-dire qu'on intervient dans une zone et on croise une autre ONG qui est là, on ne savait pas qu'elle était là, et donc on a besoin de savoir quelles sont ses activités, quel montant elle transfère, pour combien de temps, etc. Euh, et tout ce qui est ensuite, tout ce qui est harmonisation du montant, renforcement de capacité pour essayer d'aligner un petit peu la compréhension.
Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous disais juste avant, de plus en plus, les priorités des cash working group de Bamako et de Nouakchott sont de plus en plus stratégiques. C'est-à-dire qu'on va être plus sur une évaluation de comment le cash permet une couverture optimale des besoins multisectoriels, par exemple. Comment est-ce qu'à l'échelle du pays, on évite les gaps, les doublons? Comment est-ce qu'on articule le travail des transferts monétaires d'urgence avec les filets sociaux nationaux? Et toutes ces questions qui sont pas directement d'ordre opérationnel, mais qui évidemment influent beaucoup sur la mise en œuvre du cash. Ce qui est toujours un petit peu difficile quand on met en place un cash working group ou quand on essaye de redéfinir les termes de référence, euh, c'est on est à des niveaux très hétérogènes de connaissances et d'expérience sur les transferts monétaires. Donc, dans les systèmes de coordination, et notamment plus ils sont inclusifs, plus vous allez avoir une représentation diverse et hétérogène de connaissances et de mise en œuvre du cash. Vous avez des acteurs qui vont assister au cash working group pour connaître le cash parce qu'ils s'y intéressent, parce qu'ils souhaitent envisager une mise en œuvre, mais qui pour l'instant ne sont pas opérationnels. Et vous en avez d'autres qui non seulement sont très opérationnels, mais qui potentiellement développent des outils, travaillent à l'harmonisation, sont sur des aspects stratégiques, etc. Et donc, on ne vient pas pour les mêmes raisons. Certains viennent pour faire du plaidoyer, d'autres pour renforcer leurs capacités. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que tout le monde y trouve son compte sans faire des réunions de 5 heures et en essayant que cette coordination soit réellement efficace? Donc, c'est un défi en termes de temps, en termes de mandat et de capacité, euh, et aussi sans faire le doublon avec les autres mécanismes qui existent déjà. Et ce que ces deux cash working groups ont plutôt très bien réussi, c'est d'arriver à utiliser et optimiser les ressources disponibles pour le renforcement de capacité et le développement d'outils en le mettant à la disposition de toute la communauté de pratique, mais justement sans perdre le temps de ceux qui étaient déjà bien avancés. Et pour ce faire, ils ont joué de la complémentarité avec les autres mécanismes disponibles de coordination. Donc par exemple, dans les clusters, c'est là que l'information est la plus partagée en termes de qui fait quoi où. Vous connaissez bien ces superbes matrices et les systèmes de reporting inhérents. Et donc, c'est pas forcément la peine d'avoir en plus dans les réunions ces débats sur ou ces partages d'informations qui sont intéressants, mais qu'on peut avoir à travers une matrice ou à travers les clusters ou les secteurs s'ils fonctionnent bien. Vous avez aussi, certains d'entre vous y sont familiers, les alliances des partenaires éco dans certains pays. Et en Mauritanie et au Mali, les alliances des partenaires éco sont plutôt très dynamiques. Elles concentrent des transferts monétaires qui ont beaucoup d'expérience et une solide expertise en la matière et qui sont utilisées comme une sorte de task force pour le cash working group. Donc, le développement d'outils, les actions très techniques sont plutôt guidées par l'Alliance ECO, mais le cash working group joue le rôle de dissémination de ce savoir, de cette expertise. C'est le cash working group qui organise les sessions de formation, qui identifie les bonnes pratiques et qui met en commun toutes les ressources de tous les acteurs de cash, y compris ceux qui ne sont pas dans l'Alliance ECO. On va sûrement y revenir après, mais ça a permis comme ça au cash working group de réaliser des outils et de développer des activités intéressantes qu'individuellement chaque organisation ne pouvait pas faire. C'est là toute la plus-value de la coordination évidemment. Donc par exemple, sur les marchés en particulier, il y a souvent assez peu d'expertise disponible ou alors on va avoir une organisation qui sait faire de l'analyse de marché mais qui n'a pas les ressources présentement pour le faire. Et donc, le cash working du Mali, par exemple, a réussi à mettre en commun les ressources de différents membres du cash working group, l'expertise, les ressources, les équipes, pour réaliser une étude de marché sur le nord du Mali, qui était un gap important et que réclamait la majorité des acteurs du cash working group. Sur les activités de plaidoyer, donc c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces années aussi suite au développement évidemment des filets sociaux.
Vous connaissez sans doute le programme Adaptive Social Protection mis en œuvre par les gouvernements avec le soutien de la Banque mondiale dans 6 pays du Sahel, 6 ou 7 pays du Sahel. Et typiquement, ces programmes d'envergure nationale de transferts sociaux sont un encouragement très fort pour se coordonner avec les acteurs humanitaires. Vous savez qu'en période de soudure, beaucoup d'acteurs font des transferts sociaux saisonniers, comme on les appelle. Comment est-ce qu'on articule ça avec les filets sociaux? Et donc forcément, là, il y avait beaucoup non seulement d'opportunités, mais aussi de nécessité de plaidoyer pour travailler à une meilleure cohérence et si ce n'est pas harmonisation, en tout cas complémentarité des approches. Il y a également donc tout ce qui est renforcement de capacité, partage d'informations, j'ai dit, mais aussi la cartographie des acteurs de TM. Et là, on va au-delà de la matrice. La matrice, c'est un outil intéressant en soi, mais les deux cash working groups ont réalisé des mappings et des cartographies des acteurs de transfert monétaire. Euh, et le Mali, c'est l'UNICEF qui a soutenu le développement des cartes et qui les a rendues publiques. Et le Cash Working Group de Mauritanie les a réalisés à travers le Cash Working Group. Ce sont aussi deux groupes qui promeuvent régulièrement le Cash Atlas, que certains d'entre vous connaissent, qui est un outil de cartographie en ligne développé par le CALP et qui, à une échelle moins détaillée, donne aussi des tendances intéressantes sur les transferts monétaires. Et là, typiquement, le Cash Working Group a un rôle à jouer de mobilisation de l'information et de rappel sur les enjeux du reporting et de la cartographie, etc. Et si on n'a pas un cash working group assez fort, assez solide, assez inclusif, on n'arrive pas à avoir ce reporting et à identifier les réelles tendances en matière de transfert monétaire dans le pays. Donc, cette slide, ma foi, résume un petit peu l'ensemble de l'étude de cas, puisque ça ne veut pas dire que je vous dispense de la lire, évidemment, mais en gros, c'est un petit peu l'illustration de ce qui se passe au Mali et en Mauritanie. Donc, vous avez deux systèmes de coordination en général un petit peu parallèles, mais qui travaillent par ailleurs très bien ensemble. Le système humanitaire, qui est soit le système IASC avec les clusters activés, soit les groupes sectoriels, et vous avez le gouvernement qui a ses ministères et ses directions techniques, etc. En général, les groupes sectoriels et les directions techniques ministérielles travaillent de façon assez étroite ensemble. C'est le cas au Mali et en Mauritanie. Et donc, c'est pour ça qu'ils apparaissent sur la partie où les deux systèmes se chevauchent. Ces groupes sectoriels se réunissent à travers l'intersecteur ou l'intercluster. C'est ce qu'on a appelé ici l'ICC. En Mauritanie, les clusters ne sont pas activés, mais ils le sont encore pour l'instant au Mali. Et donc, c'est à travers ce mécanisme-là que tous les secteurs et qu'on a accès à une information multisectorielle. Vous avez au centre de ça, on l'a mis au centre parce que c'est ce qui nous intéresse, pas parce que c'est l'organe de coordination par excellence, le Cash Working Group qui inclut des représentants ou en tout cas des participants de différents groupes sectoriels. Idéalement, on aimerait que tous les groupes sectoriels participent au Cash Working Group, mais ce n'est pas le cas actuellement, même pas au Mali et en Mauritanie, mais on a quand même une représentation de différents secteurs. Je pense par exemple au secteur évidemment de la nutrition et de la food sec, mais aussi à la protection en général, le secteur de la WASH et de l'éducation, pas toujours, parfois de la santé. Et ce n'est pas forcément les leads de ces secteurs, mais ça peut être une organisation qui est présente à la fois dans le secteur et dans le cash working group, même si ce n'est pas la même personne qui participe aux réunions. Cette organisation est identifiée comme un point d'entrée pour partager de l'information liée au secteur. Donc, dans le Cash Working Group, vous avez ces ONG, ces agences UN qui prennent part au secteur, mais vous avez aussi les représentants du gouvernement. Je vous en ai parlé tout à l'heure, l'agence Tekaboul pour la Mauritanie, la Direction nationale de la protection sociale au Mali. Vous avez des ONG locales et internationales, et parfois vous avez le secteur privé qui n'assiste pas à toutes les réunions, sauf au Mali où vous avez une présence
quasiment continue de Orange, mais au moins des présentations ponctuelles, comme il y en a eu régulièrement en Mauritanie. À côté de ça, donc, comme je vous en ai parlé, il y a l'Alliance Eco, qui a plus un rôle d'input technique et qui travaille à la fois, donc vous voyez, elle est aussi à cheval sur le programme filets sociaux, parce qu'en général, les Alliances Eco travaillent en étroite collaboration avec les programmes de filets sociaux nationaux, un pied dans le Cash Working Group et les deux pieds dans le système humanitaire, car elles sont en général constituées d'ONG internationales, donc financées par ECO. Parfois, elles s'ouvrent un peu au-delà, mais dans ces deux pays, c'est essentiellement ça. Dans le programme filets sociaux, vous avez évidemment l'agence ou la direction qui lead les transferts sociaux dans le pays, et vous avez les ministères qui sont les ministères de tutelle ou les ministères techniques intégrés dans la programmation des filets sociaux. Donc le Cash Working Group permet de regrouper différents acteurs de l'Alliance Eco, les acteurs gouvernementaux qui travaillent sur les filets sociaux, les acteurs des groupes sectoriels humanitaires et offre en ça une plateforme intéressante pour le plaidoyer et l'alignement stratégique. On se rend compte que forcément, le format pour tout ce qui est harmonisation et approche technique pose des défis parce que tous ces acteurs-là n'utilisent pas les transferts monétaires pour les mêmes objectifs et la même programmation d'abord, mais n'ont pas non plus les mêmes attentes en termes de renforcement des capacités, etc. D'où l'importance de garder ces mécanismes complémentaires, de bâtir des compétences et de l'expertise sur les transferts monétaires au sein de ces mécanismes de coordination et d'avoir différentes possibilités de formation ouvertes à ces différents profils. Vous avez évidemment des ministères ou des groupes sectoriels qui pour l'instant ne sont pas inclus dans le Cash Working Group, mais qui participent quand même à l'intersectoriel. Et en ça, l'intersectoriel est vraiment un acteur essentiel pour la coordination des transferts monétaires parce que c'est la porte qui va nous donner accès à l'ensemble des secteurs. Et vous voyez, quand vous avez accès à tous les secteurs, vous pouvez aussi plus facilement avoir accès aux acteurs gouvernementaux. J'espère que ce schéma est assez clair. On pourra y revenir. Si vous avez des questions à la fin de la présentation, évidemment, j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible. Alors, un des points sur lesquels je voulais revenir avant de terminer la présentation, c'est la grande force de ces deux Cash Working Group sont vraiment les efforts qu'ils ont mis dans l'institutionnalisation et l'inclusion dans l'architecture de coordination. On a souvent tendance à penser que ça doit forcément passer par l'architecture humanitaire, mais en fait, avec une autre approche, les deux Cash Working Group ont en fait renforcé les liens avec les gouvernements des deux pays et évidemment ça s'avère beaucoup plus efficace quand on parle de filets sociaux, quand on veut faire du plaidoyer et institutionnaliser le groupe sur le long terme. Donc les deux Cash Working Group sont actuellement les deux exemples les plus aboutis en matière d'institutionnalisation dans la région. Les groupes des pays Ebola sont assez intéressants parce qu'ils sont aussi leadés par des acteurs gouvernementaux. Au Mali en Mauritanie, c'est que c'est venu d'une transition. Les groupes des pays Ebola ont été directement mis en place par des acteurs gouvernementaux, alors que les groupes du Mali et de Mauritanie sont partis d'une portée très humanitaire pour réussir à finalement s'intégrer dans l'architecture de coordination gouvernementale. Pardon. Donc en termes de pérennisation, c'est évidemment très important. En termes de renforcement des capacités, c'est très intéressant. Le Cash Working Group est vu dans ces deux pays comme une sorte de pool d'expertise technique dans lesquels on peut puiser quand on est en train de travailler sur la définition des programmes de transferts sociaux. C'est les deux pays où dans tous les forums politiques, stratégiques de définition des transferts sociaux, vous avez le Cash Working Group qui est invité. Le Cash Working Group qui participe par exemple aussi
au comité technique de la protection sociale dans les deux pays et qui a donc ces inputs possibles sur la façon dont la protection sociale, en tout cas les transferts sociaux, sont définis. Donc l'inclusion est plutôt très forte dans les deux pays, avec un lead gouvernemental. En Mauritanie, puisqu'on n'a pas cet appui des clusters qui donne un poids plus fort à la coordination humanitaire en général, il y a des challenges supplémentaires. On se rend compte que quand on travaille avec des groupes sectoriels qui ont eux-mêmes moins de ressources, moins de temps et qui sont plus ou moins actifs, la mobilisation multisectorielle et l'engagement est forcément plus difficile que quand on est avec les clusters en place, des lead clusters, des gens financés pour faire ce travail, etc. Donc, quelques mots sur les bonnes pratiques qu'on a pu identifier et sur lesquelles j'espère vous allez baser les réflexions pour développer la coordination dans les autres pays. La première chose, c'est qu'on a tendance à attendre d'avoir des financements pour faire quelque chose ou d'être bien coordonnés pour faire quelque chose. Ces deux cash working groups se sont débrouillés pour faire quelque chose sans avoir grand-chose. Par exemple, des formations, pour le CALP appuie autant que possible, mais c'est pas toujours possible de répondre aux besoins en temps voulu. Et par exemple, au Mali, à plusieurs reprises, Oxfam, en tant que lead du Cash Working Group, a fait des petites sessions d'induction pour les membres du Cash Working Group. Le Cash Working Group de Mauritanie a aussi développé des fiches de bonnes pratiques qui ont été très utiles pour les nouveaux acteurs qui souhaitaient mettre en œuvre des transferts monétaires. Une bonne pratique qui évidemment ne dépend pas que des acteurs, c'est le fait d'avoir des financements dédiés et des ressources allouées pour la coordination. On se rend compte que ça change évidemment beaucoup de choses, même si ce n'est que partiel. Ça permet d'avoir vraiment une dynamique supplémentaire et surtout ce lead technique qui va prendre des initiatives, définir des objectifs et amener tous les acteurs à avancer vers une amélioration concrète de la programmation. Ce qui est intéressant et ce sur quoi au CALP on travaille beaucoup avec les pays en ce moment, c'est un mouvement progressif vers la coordination plus stratégique. C'est-à-dire ne plus seulement se coordonner ou faire du partage d'informations au niveau très local ou une harmonisation très technique des outils, par exemple, mais avoir une vision plus stratégique sur tout ce qui va être articulation avec les filets sociaux, cash multisectoriel, couverture des besoins à l'échelle nationale. Donc plus que l'approche harmonisation ciblage, c'est plutôt l'objectif de comment est-ce que les gaps sont couverts et qu'on évite les doublons. Éternelle question de la coordination. Ces deux pays aussi, les cash working groups sont réellement les voix des acteurs de transfert monétaire. Il y a des pays où malgré le cash working group, on n'a pas de voix unique. Quand il y a des besoins, c'est chaque organisation qui fait son plaidoyer. Le Mali et la Mauritanie ont vraiment réussi. D'ailleurs, j'ai 2 demandes de formation en attente pour ces deux pays. Les leads nous sollicitent quand il y a des besoins en formation, quand il y a des besoins de soutien particulier. Et du coup, c'est beaucoup plus simple d'interagir avec le cash working group et d'apporter le soutien nécessaire parce qu'on est capable d'identifier exactement et au moment venu quel est le type de soutien dont ils ont besoin. Pas seulement d'ailleurs en termes de renforcement de capacité, c'est aussi pour le plaidoyer, etc. Pourquoi est-ce que ces deux cash working groups sont capables de participer au comité technique de la protection sociale? C'est parce qu'on a un lead qui est très identifié et qui parle pour l'ensemble des membres. Donc les membres ne se sentent pas le besoin absolu d'assister aux réunions avec le lead puisqu'ils font assez confiance au lead pour savoir que les messages de tous seront relayés. Ce qui est intéressant dans les cash working groups, une de leurs plus-values, c'est leur flexibilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas un mandat défini ou un lead défini au niveau global. On n'est pas obligé de se réunir toutes les semaines ou tous les mois. On définit un petit peu les TDR en fonction des besoins nationaux. Cependant, ces deux pays ont quand même réussi à rendre le format plus visible en lui donnant une place
dans l'architecture humanitaire et en faisant ce travail d'institutionnalisation. Et en ce faisant, elles ont aussi réussi à améliorer la complémentarité avec les autres mécanismes de coordination, ce qui n'était pas évident. Quand on a un cluster, plus une alliance éco, plus un cash working group, et que chacun est complémentaire et que personne ne marche sur ses plates-bandes, c'est selon moi que la coordination est quand même plutôt efficace. Alors, quelles recommandations on peut tirer de ça? Et après, je vous laisserai poser toutes les questions que vous souhaiterez. L'idée, c'est que l'institutionnalisation du cash working group est vraiment essentielle. L'engagement du gouvernement est évidemment très important et il ne faut pas se cantonner à cet objectif, il faut savoir comment est-ce qu'on y arrive à travers des activités de plaidoyer, à travers des activités de formation, toutes les opportunités pour créer des ponts avec les acteurs gouvernementaux et les avoir comme partie prenante de la coordination favorisent vraiment, doivent être saisies pour avancer vers cet objectif-là. Au Calme, on s'est souvent rendu compte que même si on fait des missions dans les pays qui ne sont pas liées à la coordination, comme donner une formation par exemple, on se rend vraiment compte que tout de suite après, le cash working group est redynamisé pour un temps au moins et bénéficie de ce passage et de ce lien renforcé entre la communauté de pratique. L'ouverture multisectorielle des cash working group, vous aurez remarqué que je ne l'ai pas tellement mis en valeur pour ces deux cash working group, c'est encore un défi majeur. C'est probablement le plus grand défi qui reste pour ces deux cash working group et pour l'ensemble des cash working group de la région. Elle est pourtant de plus en plus urgente et elle nécessite d'avoir cette approche vraiment stratégique, l'engagement de certains acteurs clés comme OCHA, l'intersectoriel, le HCR, les ONG qui travaillent sur des mandats intersectoriels, l'élite des secteurs, ces acteurs qu'on a un peu négligés jusqu'à présent et avec lesquels il va vraiment falloir engager des discussions plus soutenues pour pouvoir travailler sur la mise en œuvre de cash multisectoriel. L'articulation du cash working group avec l'architecture, ça je pense que j'en ai déjà parlé. Ce qui est intéressant, c'est pas seulement de savoir quelle est la place du cash working group, mais quelles sont les passerelles, quels sont les points d'entrée pour que cette place et qu'il y ait des vraies interactions entre les différents mécanismes. Donc, c'est pas seulement chaque secteur est à sa place et le cash working group est dans son coin, on l'a bien vu, on sait qu'il est là, mais qui dans le cash working group participe aux autres secteurs, quels sont les représentants des secteurs qui participent au cash working group, quels sont les liens avec l'intersecteur, comment est-ce qu'on rapporte à l'intersecteur, est-ce que le lead du cash working group a un siège à l'intersecteur, voilà, c'est vraiment ce niveau un petit peu de responsabilité de définir qui a le lead sur quoi. Est-ce que c'est toujours le lead du cash working group? Pas forcément. Que chacun vraiment joue son rôle et évidemment que les acteurs des autres secteurs soient sensibilisés à ça et fassent la place qu'il faut aux discussions sur le cash dans leur secteur. Pour ça, il est important de repenser la façon dont on définit les leads des cash working group. Jusqu'à présent, il n'y avait pas évidemment de financement dédié et que les cash working group étaient très flexibles. C'était principalement l'agence de bonne volonté qui prend le lead de la coordination. Et ça a marché tant bien que mal jusque-là, donc on ne peut que les féliciter. Sur le profil même des leads, on se rend compte qu'il y a ces deux compétences qui ne sont pas faciles à regrouper et qui sont pourtant essentielles entre la fonction de coordination stratégique, avoir des personnes qui sont très familières avec les enjeux de coordination et qui, pour autant, peuvent avoir ce lead technique sur le renforcement de capacité, le développement d'outils, etc. C'est pour ça qu'on a aussi tendance à encourager la définition de plusieurs leads. Le gouvernement ou d'autres acteurs peuvent avoir une vue stratégique et l'expertise et le lead technique peuvent être plus prégnants chez les acteurs de mise en œuvre comme les ONG ou certaines agences humaines.
enfin, je pense que ce sera, oui, la dernière slide. Euh, donc, je l'ai dit déjà, mais c'est dommage, je ne crois pas qu'on ait de bailleurs dans la salle, mais ne vous en faites pas, c'est des messages que je passe de toute façon régulièrement. On se rend compte qu'il faut qu'il y ait quand même de plus en plus les ressources nécessaires à la coordination. Initialement, on n'a pas forcément encouragé ça parce que il y avait peu d'initiatives qui étaient prises sur la coordination. Donc on se disait peut-être commencer par des activités avant de demander des financements. Mais vu le volume de cash, les enjeux sur le multisectoriel, sur les filets sociaux, l'accroissement considérable d'acteurs qui font du cash, il nous semble vraiment nécessaire que des ressources soient dédiées à cette coordination. Sur le plan technique, les rencontres doivent rester régulières. On n'est pas obligé de se rencontrer toutes les semaines, mais le cash working régional, par exemple, se réunit tous les 2 mois. La plupart des cash working groups essaient de se réunir tous les mois. Dès qu'on dépasse le temps, on perd en vitesse, on perd en leadership technique, et notamment, on peut manquer des moments clés du calendrier humanitaire comme le HRP, qui sont aussi des opportunités de plaidoyer assez forts. Des acteurs qui sont toujours assez peu présents dans les cash working groups, c'est le secteur privé, qu'on encourage vraiment à participer. Mais là aussi, c'est vraiment au niveau national et le lead du cash working group a cette responsabilité de s'engager avec tous les membres qui, lorsqu'ils s'engagent avec un nouveau partenaire, doivent essayer de l'inclure dans les discussions sur la coordination. La coordination et surtout des transferts monétaires, parce qu'elle est très récente, parce qu'elle n'est pas encore vraiment déterminée, est en perpétuelle évolution. Et les TDR et les outils de coordination, on se rend compte que d'une année à l'autre, les mandats des cash working group, leurs priorités, leurs participants évoluent assez rapidement. Donc on ne peut pas rester avec les TDR de 2013 quand on est maintenant sur des problématiques totalement différentes. Enfin, une petite note d'encouragement. Vous savez que le CALP a pour mandat de soutenir les acteurs à renforcer leur coordination, etc. Et donc, on essaye d'encourager les cash working groups à optimiser l'utilisation du CALP. On fait des missions dans les pays, que ce soit sur la coordination ou les formations ou euh, tout autre événement. Chacune de ces occasions de ces visites doit être vraiment l'occasion de renforcer la coordination et de faire avancer l'agenda des acteurs présents au niveau du pays. Voilà, comme vous avez pu le constater, un petit peu dépassé non seulement le cadre de l'étude de cas, mais aussi le temps qui était dédié à la présentation. Malheureusement, Ousmane m'a envoyé des messages pour me dire qu'il ne pourrait pas être là présentement, mais je pense qu'il est avec nous dans la salle. Donc, ce que je vous propose, vous mentionnez toutes les questions que vous avez dans la chatbox. Vous pouvez commencer déjà à poser les questions et puis j'essaierai d'y répondre et je demanderai aussi à Ousmane, quand ça concerne particulièrement la Mauritanie, s'il peut contribuer à la réponse. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Vous pouvez poser les questions dans la chatbox qui est en bas et on essaiera d'y répondre le mieux possible. Ça peut aussi être des commentaires, des remarques, tout ce que vous voudrez partager.
Je vois que Abdesaman est en train de poser une question. Il n'y a visiblement pas énormément de questions, mais comme j'ai parlé beaucoup, il vous faut peut-être un petit peu de temps pour vous remettre. Je ne sais pas si Ousmane, de ton côté, tu souhaites faire un complément ou un commentaire sur l'expérience de la Mauritanie. Alors, la question d'abord de Abdesaman sur la participation au Cash Working Group. Donc, les Cash Working Group, leur plus-value, c'est justement d'être ouverts à tous les acteurs. Il n'y a pas, alors, il y a des pays où il peut y avoir des conditions pour participer, mais le premier critère, c'est de planifier ou de mettre en œuvre des transferts monétaires. Donc, si votre ONG a prévu d'entamer un travail avec des transferts monétaires, vous avez juste à contacter le lead. Vous pouvez aller, je vais vous donner l'adresse, euh, vous pouvez aller sur le site du CALP où vous avez tous les contacts des cash working group en Afrique de l'Ouest et vous trouvez le contact de votre pays et voilà, vous demandez quand est la prochaine réunion, vous y allez et vous êtes un membre du cash working group. C'est On a essayé jusqu'à présent de garder ça le plus simple et pratique possible et surtout, comme je vous disais, ouvert à tous. Alors je vais essayer de vous mettre le lien. Voilà. Avec ce lien-là, vous devez avoir les différents cash working groups qui existent et qui sont actifs en Afrique de l'Ouest où vous aurez un lead ou en tout cas un contact pour tous les cash working groups de la région. Alors, Mustapha nous demande, bonjour Mustapha, qui travaille avec Oxfam en Mauritanie, qui demande la différence entre le Cash Working Group. Je pense que CFW, c'est pour Cash for Work. Est-ce que Mustapha, vous pouvez confirmer que c'est bien Cash for Work que vous voulez dire? Il y a toujours beaucoup de sigles quand on parle de cash. On essaye de garder ça aussi simple que possible. Le Cash Working Group, c'est la plateforme qui permet la coordination de tous les acteurs qui mettent en œuvre des transferts monétaires. Donc, comme c'est un format de coordination, c'est une plateforme où se réunissent les acteurs. Le Cash for Work, c'est une modalité de mise en œuvre. C'est une des façons dont on fait des transferts monétaires. Je vous invite aussi, je vais essayer de vous trouver ça, le lien du CALP. Le CALP a publié un glossaire récemment qui est aussi disponible en français grâce à l'un de nos participants du jour euh, que je vous mets ici. Je ne sais pas s'il y aura en particulier, mais je pense qu'il y a argent contre travail, Cash Working Group, ça peut vous aider aussi à y voir plus clair entre tous les sigles. Est-ce qu'il y a d'autres questions, contributions, commentaires? J'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec la présentation. En tout cas, là, l'étude de cas est donc disponible sur notre site. Je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, à la lire. Je pense que pour une fois, on a la chance d'avoir un document qui nous concerne directement en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, et qui est sur des thématiques assez récentes, assez intéressantes. Donc,
voilà, je vous invite à en prendre connaissance. J'espère que ça pourra vous être utile dans votre travail et dans la façon dont vous vous coordonnez dans les différents pays. Euh, Vous avez aussi, au niveau régional, je pense, des inputs à apporter et un soutien à apporter aux différents pays que vous couvrez. Donc n'hésitez pas à rappeler à vos équipes dans les pays que ces cash working groups existent et qu'ils peuvent être de bons outils pour aussi mieux connaître le cash. Il y a des outils qui sont disponibles et des ressources au niveau de ces groupes-là qui peuvent être intéressants. Alors, un atelier ou une formation prévue pour le cash working group en Mauritanie, euh, on a eu une requête de formation pour la Mauritanie qui devrait avoir lieu en janvier. Euh, voilà, mais je vous invite pour les questions spécifiques à chaque cash working group à contacter justement la personne qui est en lead. Donc pour l'instant pour la Mauritanie c'est Ousmane et bientôt ce sera euh, Mohamed Oudda qui couvre avant qu'il y ait un nouveau lead qui soit identifié. Euh, donc vous pouvez le contacter. Si vous n'avez pas d'informations, vous pouvez aussi me contacter. En général, je peux être utile. Je pense que Ousmane est aussi en train de contribuer, puisqu'il s'agit du, voilà, une formation sur les e-transferts prévus en janvier. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé de ces ateliers de capitalisation. C'est des ateliers que les cash working group les plus fonctionnels mettent en œuvre en général chaque année et qui sont vraiment des opportunités assez uniques pour à la fois comprendre qui fait du cash dans le pays, quel genre de cash se fait et mesurer un peu l'évolution des pratiques et euh, l'expertise disponible au sein des pays. Donc, Mustapha, si vous pouvez participer à cet atelier en février, je pense que ce serait très utile. Et si vous êtes basé dans d'autres pays, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre cash working group et de voir s'ils ont prévu d'en faire un ou à les encourager à organiser ce type d'atelier. Ça peut être entre 1 et 3 jours selon les ressources et la motivation de chacun. Mais avoir ce genre de rencontre annuelle pour un petit peu mettre à plat l'évolution et les pratiques, c'est intéressant. Je pense qu'on va laisser Mustapha et Ousmane finaliser les informations sur la Mauritanie. N'hésitez pas à contacter Ousmane si vous avez des questions sur les activités à venir du Cash Working Group de Mauritanie. Je pense qu'il n'y a plus de questions sur l'étude de cas elle-même. Donc, si c'est le cas, eh bien, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu présent à l'invitation du CALP et je vous invite évidemment à partager l'étude de cas et à nous faire vos retours si ça vous a été utile et au plaisir de vous voir ici ou là, probablement très bientôt. Bonne fin de journée à tous et à bientôt.